De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Samuel Gembok et Jean-Marie Bitomo. Et Boutros Ghali est décédé, il s'est éteint dans son pays, l'Égypte, à l'âge de 93 ans. Journaliste, ministre, il est surtout connu pour avoir été le premier Africain à accéder au poste de secrétaire général des Nations Unies, un poste qu'il a occupé de 1982 à 1996 et qui lui vaut encore aujourd'hui des critiques autant positives que négatives. C'est un sujet préparé par Olivia Hieré-Dobré. Le monde diplomatique en deuil, l'ex-secrétaire général des Nations Unies, Boutros Ghali, est décédé ce mardi 16 février 2016 à l'âge de 93 ans au Caire, capitale égyptienne. Boutros Ghali, dont le patronyme signifie pierre en arabe, restera dans l'histoire pour son brillant parcours international. Égyptien de confession chrétienne copte, Boutros Ghali fut nommé ministre d'État des Affaires étrangères de l'Égypte en 1977. Durant ses années de fonction, il participa à la conclusion des accords de paix égypto-israéliens de Camp David en 1978, puis du traité de paix de 1979 qui perdure encore aujourd'hui. En 1992, le diplomate Boutros Ghali fut nommé secrétaire général des Nations Unies, le premier Africain à occuper ce poste. Boutros Ghali était très connu pour sa connaissance du droit international et il a apporté sa formidable expérience et sa force intellectuelle à la tête des Nations Unies pendant une des périodes les plus tumultueuses et difficiles de son histoire. Au poste de secrétaire général des Nations Unies de 1992 à 1996, Boutros Ghali organisa les secours internationaux pour la Somalie, frappée alors par une famine. Mais cette opération humanitaire, la première de cette ampleur, fut éclipsée par les critiques visant le peu d'impact du diplomate lors du génocide rwandais en 1994 ou encore sa timidité à intervenir en vue de mettre fin à la guerre civile en Angola. L'homme Boutros Ghali est considéré donc par les Égyptiens comme une figure emblématique de la génération qui n'a pas pu aider son propre pays malgré la brillance sur la scène internationale. Boutros Ghali qui a été secrétaire général des Nations Unies pendant la tragédie des Balkans, mais aussi le génocide rwandais. Il n'a pas pu en fait mettre ses convictions en tant que le Kissinger égyptien à fléchir le cours des choses, notamment lors des contestations et la révolution des Égyptiens et la jeunesse égyptienne en 2011. Surnommé Pharaon par ses détracteurs qui le jugeaient trop orgueilleux et irritable, Boutros Ghali s'attaqua parallèlement au gigantesque chantier de la réorganisation de l'administration onusienne dans un monde en pleine mutation après l'effondrement de l'Union soviétique. Cette réforme lui attira l'hostilité des Américains. Il perdit en 1996 son poste au profit du Ghanéen Kofi Annan. De 1997 à 2002, le brillant francophile sera à la tête de la francophonie, dont il devint le premier secrétaire général. Le Conseil de sécurité de l'ONU a observé une minute de silence ce mardi 16 février 2016 à la mémoire du diplomate égyptien après l'annonce de son décès à l'hôpital Al-Salam du Caire par l'ambassadeur vénézuélien Rafael Dario Ramirez Carreño qui préside le Conseil des 15. Ce docteur en droit international est diplômé de Sciences Po, tour à tour professeur à l'université du Caire, journaliste et ministre, restera de la vie générale une personnalité dont l'action aura compté dans les relations internationales. Sur le caveau familial où sera inhumé celui que l'on appelait aussi l'Africain, 10 mots seront gravés. Dieu est témoin que j'ai fait tout mon possible. Samuel, Dieu est témoin que j'ai fait tout mon possible. C'est ce qu'il y aura inscrit sur sa pierre tombale, comme nous venons de l'apprendre par ce reportage. Une phrase qui fait écho un peu à ce qu'on a souvent reproché à Boutros Ghali, son inefficacité dans la résolution des conflits au Balkan et au Rwanda. Comprenez-vous ces attaques qu'on lui a souvent faites ? Je pense qu'il faut faire très attention. Enfin, quand on est spécialiste des questions internationales, on ne prend pas pour argent comptant toutes les critiques qui sont formulées. Ces critiques sont peut-être légitimes du point de vue des Américains et des Anglo-Saxons, qui avaient certainement leur compte à régler dans son exercice du pouvoir aux Nations Unies. Mais il y a aussi à voir les contraintes qui sont liées à ce poste.
il ne suffit pas simplement d'être secrétaire général des Nations Unies pour résoudre tous les conflits dans le monde. On sait très bien que les Nations Unies arrivent à résoudre les problèmes dans le monde quand les pays membres apporte au secrétaire général les moyens nécessaires, à la fois les moyens politiques, les moyens militaires, les moyens financiers, les moyens matériels. On sait très bien que le secrétaire général des Nations Unies peut avoir toute la volonté nécessaire de résoudre un problème, mais il faut que le Conseil de sécurité puisse être d'accord pour le déclenchement de telle ou telle opération. Et à ce niveau, la compétence du secrétaire général des Nations Unies n'est pas du tout remise ici en jeu. Maintenant, il faudra aussi voir, d'un point de vue africain, ce qu'il a pu faire. Est-ce que les Africains ont pu identifier ces critiques qui lui sont formulées pour apporter une explication tout à fait contraire aux critiques qui correspondent à la protection des intérêts des uns et des autres sur la scène internationale. Je pense que cela n'a pas été fait et je pense qu'il est resté tout seul à pouvoir défendre son projet à corps et à cri. Mais en 2002, lui-même, en 2001, lui-même, il reconnaît qu'il a fait énormément pour que des solutions soient apportées au génocide rwandais longtemps à l'avance, mais seulement, encore une fois, quand on connaît le fonctionnement des organisations internationales, les États membres n'ont pas suivi. Oui, Jean-Marie, est-ce que Boutros-Ghali n'aurait-il pas un peu pâti de la paralysie de cette institution, les Nations Unies, une institution qu'il entendait pourtant réformer ? Boutros-Ghali a fait pas mal de choses à la tête de l'ONU. Moi, je ne suis pas de ceux qui portent la critique. C'est-à-dire, nous les Africains, quand vous avez un de vos éléments qui a brillé, c'est-à-dire on trouve toujours, si vous voulez, une porte par laquelle passer pour pouvoir dire qu'il n'a pas fait ci, ça. Samuel a tout dit. Dans les relations internationales, si vous voulez, toutes les personnes qui président des organisations internationales n'ont aucun pouvoir de décision en tant que tel. Ce sont les États qui sont derrière, qui posent des stratégies de développement et d'action de l'organisation. Ce ne sont pas, comment dirais-je, le secrétaire général de l'ONU fonctionne par rapport à quoi? Par rapport aux pays contributeurs. C'est eux qui font cette politique internationale-là. Il est là pour mettre en œuvre une politique internationale qui est mise en place par les États membres et surtout les États membres les plus influents, parce que là-dedans, on reste toujours dans la partie conflictuelle, c'est-à-dire chaque gouvernement, chaque État veut défendre ses propres intérêts. Mais dès l'instant que ces intérêts sont menacés, on ne vous donnera pas carte blanche à un secrétaire général des Nations Unies pour pouvoir agir, même s'il s'agit de défendre les intérêts qui sont légitimes et qui sont justes. Donc, à partir de là, les critiques qui sont portées par rapport à l'ancien secrétaire général de l'ONU, je ne peux pas les accepter, tout simplement pourquoi c'est un Africain qui a été là, il a fait ce qu'il avait à faire, et le monde était dans une situation conflictuelle telle que on sortait, si vous voulez, du conflit et héréditaire qu'il y a eu entre, les États-Unis et l'Union soviétique. Donc, dans ce monde-là qui a un profond changement, les mutations politiques, les mutations sociétales, les mutations, économiques sont énormes. Donc, que voulez-vous que le secrétaire général eût fait à l'époque en étant africain aussi, parce qu'il y a cette connotation péjorative, là, c'est que c'est un Africain, donc à partir de là, il ne peut pas mener des actions efficaces. Et le Mali est le second plus grand producteur de coton de l'Afrique de l'Ouest, derrière le Burkina Faso. Et pour la saison cotonnière 2016-2017, le pays ambitionne de produire de 750 000 tonnes à 800 000 tonnes de coton, soit une progression de 200 000 tonnes par rapport à la campagne actuelle qui s'achèvera, rappelons-le, au mois de mars. C'est un sujet d'Idlette Mirabel-Pissou. Une progression d'un minimum de 200 000 tonnes pour la saison cotonnière à venir. Le Mali projette en effet une production de coton de 750 000 à 800 000 tonnes pour la campagne 2016-2017. Les projets des autorités du secteur cotonnier malien dépendront de la pluviométrie, mais aussi de l'arrivée à temps des engrais et des pesticides. Alors, il y a beaucoup de facteurs aujourd'hui qui rentrent en compte dans le cadre de la production cotonnière. Le Mali a un avantage sur les autres pays parce que nous avons d'abord des terres qui sont assez fertiles. Et en termes de prévision également, les campagnes pluviométriques de ces 2 dernières années ont été à la hauteur. Donc, il y a un souhait de voir cette même dynamique continuer. Donc, avec une bonne pluviométrie, avec des terres fertiles, il y a la possibilité
d'accroître notre production cotonnière. Pour l'instant, les autorités maliennes ont commencé à distribuer de la chaux aux producteurs de coton en vue de s'attaquer au problème de l'acidité des sols. Les opérations de cholage devraient permettre de réduire l'acidité des sols pour une meilleure production cotonnière. Il est important aujourd'hui que on se dise que la production cotonnière, c'est le deuxième secteur pourvoyeur aujourd'hui de PIB dans notre pays. C'est le secteur primaire parce que c'est un élément du secteur primaire qui reste le fondamental de notre PIB. Donc si on arrive à accroître la production de coton, si les prix, encore une fois de plus, les prix au niveau international arrivent à suivre cette même dynamique, il en va de soi que la croissance économique que des 6%, nous allons pouvoir les atteindre. Après le Burkina Faso, le Mali est le second plus grand producteur de coton en Afrique de l'Ouest. Si les prévisions de production pour la saison cotonnière à venir sont atteintes, la commercialisation du coton représentera une source de recettes plus importante dans les caisses du Trésor public malien. Jean-Marie, le Mali a-t-il les moyens de ses ambitions ? C'est la question qu'on peut se poser parce que le Mali est sur tous les fronts. Il est évident que là, on s'attaque à un secteur qui est un secteur important et stratégique pour le pays. Sa contribution au niveau du PIB, c'est le second contributeur de l'État, c'est-à-dire de l'économie malienne à son PIB. Il est important que l'État malien puisse mettre en place, si vous voulez, transformer ces stratégies compétitives-là qui permettent de faire vivre le maximum de population, tout simplement. Pourquoi ? Parce que nous nous retrouvons ici, là, dans le secteur primaire, qui emploie énormément de main-d'œuvre chez nous en Afrique. Mais je doute que le Mali aille jusqu'au bout de sa stratégie parce que, comme je viens de le dire, le Mali est sur beaucoup de fronts qui sont très difficiles à maîtriser. Donc je souhaite tout simplement qu'on puisse mettre en place ces stratégies agricoles cotonnières là qui soient efficaces, mais j'en doute. Samuel, vous partagez le pessimisme de Jean-Marie. Le Mali aura du mal à aller jusqu'au bout de ses ambitions ? Bon, tout dépend aussi de ce que les autorités maliennes peuvent mobiliser comme ressources. Si ils mobilisent suffisamment de ressources et si le climat et l'environnement permettent aux autorités maliennes d'asseoir cette stratégie qu'expliquait Jean-Marie, je pense qu'ils pourront atteindre leurs objectifs. Mais il faudrait tout simplement avoir une volonté politique importante au sommet de l'État et ensuite mobiliser les moyens à la fois humains, matériels, financiers, en interne comme à l'externe. Ils peuvent utiliser l'aide internationale qui leur est accordée pour investir massivement dans le secteur. On va passer aux chiffres du jour. 60, le gouvernement japonais va annoncer l'octroi de financement. Environ 60 projets en Afrique. Ce sera annoncé lors de la 6e conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique. Une conférence qui se tiendra les 27 et 28 août à Nairobi, au Kenya. Jean-Marie, une réaction et puis peut-être nous rappeler que malgré ce que l'on peut croire, ce n'est pas la Chine qui investit le plus en Afrique, mais c'est bien le Japon. Le Japon est très très présent en Afrique parce que le Japon a quand même pris une avance économique, si vous voulez. C'est un des pays qui est leader au niveau de l'économie mondiale. Ils ont commencé à investir en Afrique depuis très très longtemps. C'est vrai que la Chine, l'émergence de la Chine est récente. Si on la compare à celle du Japon, ça va de soi. Donc cette comparaison-là, si vous voulez, en termes de contribution sur les projets africains, il est tout à fait logique que le Japon, qui est un pays qui s'est industrialisé bien avant la Chine, soit en tête. Mais malheureusement, si vous voulez, quand on prend la littérature économique, on a toujours l'impression que ce sont les Chinois qui investissent le plus parce que vous avez aussi la présence physique des Chinois qui joue énormément, alors que la présence économique, sociétale chinoise était beaucoup plus feutrée dans la mesure où on traite directement avec des États. Moi, il me souviens que chez moi au Cameroun, vous avez pas mal d'hôpitaux qui ont été construits par les Japonais, et ça date, si vous voulez, d'il y a quelques décennies, c'est pas tout à fait récent. Donc la Chine arrive en Afrique avec, c'est-à-dire son poids démographique aussi, comme le poids démographique de la Chine fait très très peur, dont on en parle énormément, parce qu'à travers, si vous voulez, les dynamiques sociétales, les Africains, dans certains pays, estiment que leurs dynamiques sociétales sont bouleversées par ce que la Chine fait, et leur contribution est une contribution, si vous voulez, qui ne s'occupe pas des affaires politiques des États, dont peut-être que les États africains préfèrent ça. Samuel, est-ce qu'on peut dire que la Chine et le Japon se disputent un peu l'influence sur le continent africain ?
Oui, je pense que, enfin, il y a toujours des rivalités entre les États sur la scène internationale, mais on peut très bien comprendre le rapport de force qui existe entre les deux pays, notamment sur le continent, parce que la Chine a pris le pas sur les accords de coopération sur le plan commercial et économique avec les États africains. Les Chinois viennent faire davantage le business sur le continent que les Japonais viennent davantage offrir des dons aux Africains. Les Japonais ciblent beaucoup plus, notamment le secteur éducatif, le secteur de la santé. Ils ont construit pas mal de bâtiments pour permettre notamment aux écoles primaires et secondaires de pouvoir se doter d'infrastructures en matière d'éducation capables de permettre aux élèves de pouvoir aller à l'école de façon décente. Mais en tout état de cause, sur le plan international, pour revenir au rapport de force, il faut savoir que la Chine étant un membre permanent du Conseil de sécurité, le Japon ne peut pas rester en retrait face à l'offensive diplomatique de la Chine. Le Japon a besoin d'être présent en Afrique pour pouvoir susciter aussi l'intérêt de la part des pays africains, notamment au niveau des concertations diplomatiques au niveau international. Merci Samuel. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci à vous également Jean-Marie. Bonsoir Amira, bonsoir à tous. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission, mais l'African Newsroom, ce n'est jamais fini. On se retrouve demain, cette semaine, toujours consacrée au Congo. Merci de nous avoir suivis et à demain.